Moi, j'ai pas pris d'avance. J'ai été chercher des avances, mais pour l'artiste. Moi, j'étais pas producteur, j'étais éditeur. J'ai pas demandé à être producteur. J'ai dit, moi, j'aimerais être ton éditeur. J'aimerais gérer tes droits, t'accompagner sur cette partie. Sans avoir le titre, j'ai fait du management du projet, en fait, parce que j'ai été chercher les partenaires. J'ai piloté aussi la relation avec les partenaires. En plus, bon, il était pas en France. Bonjour Bill, Xavier, je ne sais même pas comment je dois introduire. C'est toi qui choisis, t'as vraiment le choix. Il va falloir que tu m'expliques pourquoi il y a 2 prénoms, mais surtout, je suis vraiment hyper contente de te recevoir dans cet épisode parce qu'on va parler d'un secteur qui fait rêver tout le monde et en même temps qui est quand même hyper méconnu, on va pas se mentir. En tout cas, il y a plein de questions, je sais que je vais avoir, donc ne m'en veux pas. Non, pas de problème. On est là pour ça. J'ai presque l'habitude. Mais on va commencer par toi, ton parcours, qui tu es. Qui je suis. Alors moi, je suis arrivé à Lille pour mes études il y a quelques années quand même. Je voulais faire, j'étais pris dans une formation d'éducateur spécialisé. Ok. On verra plus tard que ça peut servir à la psychologie, la pédagogie dans mon métier. Dans l'accompagnement de l'humain. Voilà, dans les relations humaines. Et en fait, en arrivant à Lille, j'ai monté une association avec des amis. Je voulais faire du théâtre et de la vidéo. C'était un peu le grand boom des films institutionnels. On captait des conférences ou des films d'entreprise. Et j'avais un deal avec l'université où j'étais parce qu'il y avait du matos, mais personne s'en servait, donc je faisais son. Et à un moment, on a commencé à dépenser l'argent qu'on gagnait comme ça dans des concerts. Ok. Et du coup, de fil en aiguille, je suis passé des sandwichs à réfléchir comment on pouvait choisir les artistes qui remplissaient la salle et la communication et tout ce qui va avec. Puis forcément, de fil en aiguille, on se rapproche des acteurs de ce métier, de cette filière. Et de fil en aiguille, on devient un manager, mais bon, totalement novice à l'époque. Et après, j'ai rencontré un groupe professionnel parce qu'on a récupéré une salle à Saint-André, c'est vraiment en périphérie de Lille. Et à l'époque, à 8h, il n'y avait plus de bus, quoi. Donc, ça touchait. Et c'était l'ouverture du club de l'aéronef qui faisait des artistes plus connus que nous, moins cher à l'entrée. D'accord. Donc, c'était un peu de... Voilà, il fallait être... Donc, on s'est positionné dans un style musical qui était plutôt la fin du rock alternatif de l'époque, le rock français, comme on disait. Parce que ça, personne... Enfin, en tout cas, l'aéro ne le faisait pas, donc on pouvait être un peu concurrentiel sur des choix. Et les artistes étaient arrangeants, ou les gens avec qui on faisait des échanges étaient arrangeants. Donc, on a lancé ça et on a fait un festival. Et j'ai rencontré un groupe anglais qui s'appelait The Barking Dogs, qui avait déjà fait un album. Voilà, moi, je ne le connaissais pas, c'était les gens de l'assaut. À un moment, on avait 60 bénévoles, donc ça brassait quand même pas mal de monde. Et du coup, ça faisait remonter aussi pas mal d'informations, donc on partageait tout ça. Et on a fait jouer ce groupe-là. Et dans la foulée, la mairie de Lille nous a confié la fête de la musique sur la Grand Place, qui venait d'être terminée. Nous, on faisait la fête de la musique pour la ville, plutôt quartier des Halles habituellement. Ouais. Et là, ils nous filent la grande place, quoi, toute neuve, toute propre, sachant qu'il y avait la veille, le week-end d'avant. En fait, la fête de la musique tombait un lundi, le 21 juin, et le week-end, il y avait l'aéronef qui organisait les fêtes de Lille, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait Urban Dance Squad, il y avait un gros plateau. Donc, tu avais quand même commencé à te faire un petit nom pour que la ville te demande... À force, oui, moi, je me suis impliqué. Et puis, on faisait quand même un concert par mois à Saint-André. On avait récupéré les meilleurs à du pire qu'on a monté pour Villeneuve-d'Ascq, qui était un dimanche tous les mois, où on accompagnait des artistes débutants, quoi, plutôt pratiques amateurs, vers peut-être plus. Donc, on les accompagnait avant, pendant et après leur première prestation devant du public. Donc, et puis, bon, on a programmé à l'aéronef, on a programmé dans plein de festivals. Et c'est vrai qu'à force, oui, c'est un petit monde quand même, le culturel au sens large, et tout le monde se connaît. Et c'est vrai que la fête de la musique nous permettait aussi de faire jouer plein de groupes qu'on n'avait pas forcément l'occasion de faire jouer tout le temps dans l'année, même si on a été ouvert fortement aux premières parties pour faire découvrir des artistes qu'on avait repérés de la région. Ouais, bien sûr. Là, ça permettait de faire ça, voilà. Et en fait, moi j'ai proposé aux Barking Dogs de revenir jouer à Lille très peu de temps après. Je dis, je vous garantis, vous allez jouer devant 10 000 personnes, mais j'ai pas d'argent. Banco. Ça va, deal.
Et ils m'ont dit, bah écoute, je sais pas, trouve-nous des dates sur le week-end, et puis si sur les 4 jours, ça paye ce qu'on a besoin pour vivre, voilà. Donc ce que j'ai fait, en fait, je me suis pas démonté, je dis ok, j'ai appelé des mairies, on a fait Hénin-Beaumont, Dunkerque, enfin Maubeuge, je sais plus. T'avais programmé comme voilà, ça. Donc on a fait, j'ai vendu 3 dates en gros, et ils ont dormi à la maison. Moi j'étais en coloc avec justement des gens de l'assaut, donc c'était assez facile. On a fait vraiment 10 000 personnes sur la Grand Place, et le groupe à la fin ils étaient contents quoi. Et puis ils m'ont dit en 4 jours on n'a jamais été aussi bien payé, c'est pas ce qu'on gagne en un mois quoi. J'ai dit mais bon, moi je trouvais ça normal, c'était des mairies, c'était la fête de la musique, ça m'avait pas semblé compliqué quoi. Et eux ils voulaient que je m'occupe, enfin en gros ils disaient on a personne pour s'occuper de nous, tu voudrais pas Je dis mais moi là je suis en objection de conscience, je bosse pour mon asso aussi, enfin j'ai beaucoup d'activités quoi. Donc je dis ça va pas être possible. Et ils voulaient faire un clip. Je dis ça par contre je peux vous aider. Moi j'ai un programme avec le CRAF qui était l'ancêtre de Pictanovo, où on a un deal de matos, et par contre vous payez les frais et vous revenez à Lille. Donc ils sont revenus au mois d'août, on a fait le clip pour le prochain album avec moi. Et rebelote, relogement chez moi pendant quelques jours et discussion où non, ça serait bien que tu sois notre manager. Je dis non, mais je peux pas. Moi, je finis fin août. Je suis embauché là comme journaliste dans une radio qui s'appelait M40 à l'époque. Et alors, pour la petite histoire, j'étais embauché par le directeur de programme qui s'appelait Fred Rister. Qui a été le compositeur de David Guetta plus tard. Ah, c'est fou ça. Quoi, le monde est particulier, hein. Et qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et du coup, la radio m'a pas gardé, parce qu'au bout d'un mois, en fait, la radio marchait pas du tout. Ça a été racheté par des Espagnols, c'est devenu une fréquence d'une autre radio. Et donc, moi, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie au chômage en octobre. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas envie d'être tout de suite éducateur spécialisé. J'ai le diplôme, c'est cool, mais bon, voilà, j'ai fait du journalisme radio. Mais bon, j'étais surtout moi rattaché au Sambre Avesnois, j'étais à Canal Sambre, c'est là où je bossais avant, j'avais envie de rester à Lille. Et du coup, j'ai rappelé les Barking Dogs, j'ai dit bon, expliquez-moi ce qu'il faut faire. C'est quoi en fait ce métier ? C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors ils sont revenus à l'époque avec des classeurs, en disant voilà, on a classé tout par département, donc il y a des salles. Ils étaient organisés quoi. Oui, ils étaient organisés, ils étaient en société et tout ça. Donc bon, très vite, j'ai dit bon, on externalise tout ce qui est tourné, parce que ça n'a rien à voir avec l'édition et la production, on garde votre société pour tout le reste. Je suis devenu gérant de la société, j'ai monté la boîte de booking dans la foulée. Je me suis associé avec des amis belges avec qui on faisait des échanges de groupes aussi, qui existe toujours d'ailleurs. Cette agence s'appelle Nada Booking. Et donc, du coup, ça permettait d'avoir un catalogue, quoi. Parce que quand on a une seule proposition, c'est vrai qu'on appelle un programmateur 2-3 fois qui dit non. Il faut une sacrée excuse pour appeler une quatrième fois. Donc le fait d'avoir plusieurs artistes, et les Belges nous ont aidés énormément, parce que un groupe belge a été découvert du Printemps de Bourges 94, dans 94 pour nos amis belges, et du coup c'était génial, parce que le groupe était génial aussi. Moi j'ai vendu 65 dates à Bourges après le concert, pour dire s'il était bon, quoi. Et un autre groupe belge qui a eu un gros succès, qui s'appelait Deus. À l'époque, en avril, personne les voulait. En juin, ils signent chez Island, et là tout le monde les voulait, et nous on se les fait piquer, entre guillemets, enfin l'agent, ils sont passés en agence anglaise qui les a mis sur une plus grosse boîte en France très peu de temps après qu'on ait fait les premières dates. Mais en fait, ça nous a aidés. Enfin, sur le moment, c'est dur à vivre, parce qu'on se dit, mais en même temps, bon, avec le recul, avec le professionnalisme ou l'expérience plutôt, que t'as maintenant, je me dis, c'est normal. L'agent, il nous connaît pas. On est tout petit. Est-ce que demain, on peut louer le Zénith ? On n'a pas forcément l'argent pour avancer les sous, fait, il faut une trésor particulière. Donc, il a fait une choix d'agent, de dire, non, je sécurise, je bosse avec des gens que je connais, qui ont les moyens d'accompagner le succès. Mais en fait, ça nous a servi, parce que à l'époque, les salles s'ouvraient les unes après les autres dans plein de régions. Et en fait, on était quand même comme si on avait découvert en fait l'artiste. Oui, c'est ça. Il y a quand même une certaine reconnaissance derrière, malgré tout. Donc, du coup, on ouvrait les portes assez facilement, et on faisait tourner nos autres artistes, quoi. Donc, on avait beaucoup de groupes de la région, comme Marcel et son orchestre, les Belles Lurette dans un autre style. Enfin, on faisait une moyenne de 800 concerts à l'année quand même sur la boîte de booking, jusqu'en 2003 où j'ai arrêté. Entre-temps, les Barking Dogs ont fait 4 albums, et ils se sont arrêtés fin des années 90. Moi, je suis devenu, comme je disais, gérant de la société. Donc, petit à petit, j'ai récupéré les parts de ceux qui partaient. Et on est resté avec mon principal associé, qui était le contrebassiste du groupe, qui faisait vraiment tout le lead du projet. On a accompagné donc d'autres artistes. On a fait les maquettes des Marcel. On a signé à l'époque, on arrivait à trouver des partenaires discographiques. Et en 2000, peut-être un petit peu avant, il a fait, en fait, lui, il passe de 150 concerts à 0.
Donc ça change la vie de n'importe qui. Hein. Parce que 150 concerts, il faut expliquer que c'est pas 150 jours. Il y a la route, bien sûr. l'aller, le retour au minimum. Elle est pleine. Voilà, ou les day off, donc c'est peu de temps à la maison. Donc quand il est rentré, il a eu un enfant avec sa femme. Après, il a écrit des chansons pour enfants, donc il voulait qu'on les fasse. Sa femme était graphiste, donc elle a dessiné des personnages et raconté une histoire graphique. Donc on s'est dit, livre disque. Et on a fait tous les salons des livres à l'époque, en essayant de proposer le projet. Tout le monde dit, apprendre l'anglais ou le français avec un livre disque, ça marchera jamais, votre truc. Ah bon? C'est peut-être pas le bon moment ou pas les bons contacts. C'est souvent ce qu'on dit. Voilà, et j'ai dit, écoute, on va faire comme pour nos artistes musicaux. On va essayer d'avoir un peu de presse, un peu de médias, et dans 6 mois, on refait le tour avec un dossier de presse, quoi, en expliquant qu'il y a de l'attente, etc. Et je lui dis, si tu peux en même temps faire, il y a un truc qui vient de démarrer, là, Internet, fais une page pour présenter les 2 personnages. Alors, si on pouvait écouter la musique, évidemment, ce serait génial. Je te demande pas de faire bouger les personnages, mais voilà. Et j'allais dire ce qu'on a, mais il était brillant. Il est toujours. Et il a développé en fait un site à l'époque qui était un peu nouveau. C'était en Flash en fait. C'était tout le monde faisait d'autres programmations. Lui, il faisait du Flash. Et il s'était dit, si on peut pendant le téléchargement du site commencer à écouter la chanson, voir les personnages bouger, c'est quand même mieux. Donc il a tout développé. Il a été nominé au Yukon 99 à San Francisco par Macro. Il est revenu bêta-testeur de Macromedia pour bosser sur Flash 5, ce qu'on a mangé longtemps avec YouTube, etc. C'est dingue. Donc c'est dingue. Et à l'époque... Parce que c'est vrai que là, on a l'impression que c'est normal, mais à l'époque, c'était carrément révolutionnaire. Oui. À l'époque, moi, j'allais voir l'Anvar en disant, regardez, on a un truc super pour les 3-8 ans, pour apprendre le français ou l'anglais. Voilà, comment vous pouvez nous aider à trouver les fonds pour créer la boîte, développer l'activité, etc. Et on avait l'impression avec Jason qu'il ne regardait pas ce qu'on faisait, en fait. Parce qu'il nous... Non, mais alors, pour les 11-15 ans. Non, mais non, c'est pas ça. Nous, on est sur les 3-8 ans. C'est ça. En fait, et c'était un créneau que personne ne prenait, parce que complexe. Et en fait, au final, moi, j'ai trouvé un business angel qui avait une vision, et lui, il vendait des dessins animés à TF1 à l'époque. Et il dit, dans 5 ans, il faut que je vende mes dessins animés sur Internet. Donc la meilleure solution, c'est de créer dès maintenant un portail où les gens vont s'abonner, vont connaître, pour que plus tard, quand on proposera les contenus, quand ça sera plus fluide, on ne savait pas encore que ça allait s'appeler l'ADSL, puis après le haut débit, enfin tout ce qu'on veut, on l'a découvert au fur et à mesure. Peut-être qu'il y avait des visions de certains, mais voilà. Et en fait, donc du coup, par contre, il fallait créer la société à l'île Maurice. Donc Jason me dit, allez, vas-y, on s'installe à l'île Maurice. Mais pour faire quoi? C'est la condition sine qua non de la business angel, c'est ça? Parce que le business angel, il y avait des moyens financiers et puis des aides pour s'installer là-bas. La main-d'œuvre était pas chère, il fallait quand même beaucoup de développeurs. Donc voilà, là j'ai les mots. Hein. Oui. À l'époque, c'était un peu flou quand même. Et moi j'ai dit à Jason, écoute, les mails, c'est encore le début, tu vois. On a des contacts de mails, mais je suis obligé d'avaler les gens pour dire, je t'ai envoyé un mail, et les mecs me disaient quoi? Un quoi? Un quoi, on était là quand même. C'était l'époque Minitel fax. Hein. Donc j'ai dit, écoute, je vais rester à Lille, moi, je vais pas aller à l'île Maurice. Je vais continuer dans la musique parce que je commence à faire mon chemin, etc. Et du coup, j'ai repris toutes ces parts dans la boîte de booking et dans l'édition, et on a revendu la partie multimédia donc à cette nouvelle entité qu'il a montée avec le business angel que j'ai trouvé. Donc tout le monde a retrouvé ses billes, etc. Et le projet a très très bien marché. Et moi, j'étais seul maître à bord entre guillemets de mes entités, mais j'ai arrêté quand même les tournées en 2003. Pour me concentrer sur l'édition, donc la gestion de droit, j'avais commencé à signer d'autres artistes, etc. Et pour bien comprendre justement tous ces métiers, tu as toute la partie tournée, tu as toute la partie édition, tu as toute la partie prod, tu as toute la partie... commercialisation. Ouais. Donc toi, jusqu'à ce moment-là, tu faisais tournée et booking, c'est ça? Tournée et booking, c'est un peu la même chose. En fait, le booking, c'est organiser la tournée, quoi, donc, et vendre. Et la partie commercialisation. C'est ça. Moi, j'avais une équipe qui faisait les ventes, en fait, et puis on faisait toute la gestion administrative, les payes, l'intermittence. Et c'est la partie booking que tu as dit, je mets de côté. J'ai jamais fait autant de chiffre d'affaires en 2002, mais j'ai arrêté. En fait, j'avais fait un peu le tour, c'est un peu le jeu de mots, mais un peu le tour du booking parce que je voulais plus m'impliquer, on va dire, dans les projets artistiques. Faut aussi voir que
avant les années 2000, en fait, c'était encore la vente de disques qui était très puissante. Là, il y avait beaucoup d'argent dans les maisons de disques. Ouais. Donc nous, tous les projets qu'on accompagnait, on trouvait facilement un partenaire discographique. Et en même temps, les maisons de disques nous appelaient en disant « Ouais, on sort un album dans 6 mois, il faut nous monter une tournée, vous voulez combien ?» quoi. Ce qui aujourd'hui n'existe plus du tout. C'est vrai. Oui, non, il n'y a plus d'argent pour soutenir la tournée. Ils espèrent tous faire des dates, bien sûr, mais il n'y a plus d'argent. De la part des maisons de disques, en tout cas. Oui. Il y a des subventions qui ont pris un peu le relais, mais c'est pas la même chose, quoi. Ça n'a rien à voir. Alors, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, dès que bon, tu vas me dire c'est peut-être que les gros artistes, mais dès qu'il y a des dates qui sont annoncées, en moins de 30 minutes, tout est pris. J'ai l'impression qu'il y a une grosse attente de la part du public. Sur de la tête d'affiche, oui, il y a toujours. Et puis, mais moins sur les... en fait, je vais découper très fort les choses. Il y a vraiment l'émergence, donc les gens qui débutent. Il y a des scènes pour ça. Les salles sont subventionnées pour accueillir des gens en développement professionnel, en développement de carrière. Donc ça fonctionne, on va dire. C'est pas des gros cachets, mais bon, au moins tout est dans les règles à peu près de l'art. Il y a les têtes d'affiche, donc quelque part, quand on remplit... En fait, les têtes d'affiche, vous pouvez regarder, la plupart se produisent leur date, en fait. C'est plus rentable que de vendre. D'accord. Parce que dans les festivals, c'est un peu la galère, justement. Les gros festivals ont des moyens, mais les plus petits ou les moyens ont du mal à tirer de la tête d'affiche, parce que c'est pas intéressant pour elles. Elles préfèrent produire une date dans la ville, dans le Zénith du coin, ou plusieurs dates dans une grosse salle, que de vendre une date d'un coup, quoi. D'accord. Alors après, tout dépend des stratégies. Et en fait, il y a un no man's land entre les deux, où c'est très précaire, parce qu'en gros, un émergent qui n'a pas percé, c'est qu'il remplit pas. Donc s'il remplit pas, économiquement, il n'est pas rentable pour une salle. Peut-être que la salle, elle est aidée pour développer des artistes, mais pas pour ceux qui sont déjà installés. Donc c'est très compliqué, en fait, pour cette partie entre les deux. Il ne faut pas que cette période dure trop longtemps, en fait, parce qu'on se grille tout court. Après, ce que moi, peut-être, j'ai connu, c'est-à-dire des artistes qui faisaient 200-300 entrées payantes, arrivaient à vivre de ça, même s'ils faisaient beaucoup de dates, ils faisaient quand même leur carrière comme ça. Et après, il y avait d'autres revenus, les droits d'auteur et le merchandising, en gros, qui pouvaient compléter. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, d'une part, parce que les salles sont un peu plus frileuses, et surtout, les moyens sont plus là, donc les plateaux aussi sont artistiquement moins forts. Ouais. Avant, on pouvait mettre 9 personnes sur la scène, c'était possible. Aujourd'hui, vous arrivez à un projet avec 5 musiciens, ils peuvent pas venir à 2 parce que en fait c'est compliqué, tu vois, l'hôtel, la bouffe, les cachets. Donc voilà, c'est beaucoup ça qui a changé, je pense. Alors bon, je vais m'y refrotter puisqu'on vient de créer il y a quelques jours une nouvelle société qui va faire du booking. J'ai recruté un tourneur. D'accord. Donc on va se frotter un petit peu à nouveau à ce monde-là que je connais bien en fin de compte, parce que bon, ça reste de la relation historique. Et voilà, même s'il y a beaucoup de mes collègues de l'époque qui sont en train de partir à la retraite. Mais voilà, et en fait, je me suis replongé dans l'édition en 2003 pour accompagner plus précisément les projets au niveau artistique, humain et vraiment sur la durée. Pas juste faire des one-shots de date, etc. Mais c'est ça en fait que tu voulais, c'était pouvoir avoir vraiment quelques artistes que tu allais suivre vraiment dans la durée. En fait, mon objectif, je veux dire, historiquement, moi ce qui m'intéresse c'est le management en fait, c'est de manager des équipes ou des artistes ou des carrières, ça me plaît. Ouais. Et je pense que mon métier aujourd'hui, je le résume souvent en disant je suis un accélérateur de temps. C'est-à-dire avec mon carnet d'adresses, mon savoir-faire et puis l'historique, je peux aller vite, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est oui à chaque fois, mais au moins on est fixé assez vite Par contre, si c'est l'accompagnement. Sur plusieurs de tes contacts, c'est pas bon signe non plus pour l'artiste. Voilà, tout à fait. Et quand j'ai redémarré l'édition, je voulais pas non plus signer trop d'artistes. Économiquement, pour faire simple pour les gens qui ne connaissent pas, en gros, nous on touche quelques centimes à chaque diffusion d'une chanson, parce qu'on a une partie des droits, mais pas tout. Et ce qui est normal, l'auteur-compositeur est à l'essentiel, surtout en France, c'est pas le cas dans tous les territoires. Mais par contre, c'est quelques centimes par diffusion. Donc si on a beaucoup de diffusions, évidemment, c'est plus des centimes, c'est des euros, voire des milliers d'euros, mais c'est pas tous les titres et c'est pas tous les artistes. Sûr. Et en même temps, il faut vivre. Enfin, vous montez une société, il faut quand même payer, moins se payer des salaires quand on embauche, payer la structure, enfin, tout le monde connaît les frais fixes, bien etc. Sûr. Et donc, la stratégie, quand on est éditeur, au départ, quand on réfléchit business model, j'avais pas ces mots-là à l'époque, mais quand on réfléchit modèle économique, en gros, qu'est-ce que je dois gagner? En gros, doit être mon objectif de chiffre d'affaires pour payer tout ce que j'ai à payer?
Et il y avait une première phase, c'est de dire, il faut beaucoup de titres qui rapportent plein de centimes, en fait. C'est ça. Si j'ai des millions de titres qui rapportent des centimes, en fait, je peux vivre. Mais humainement parlant, c'est pas possible. Je vais devoir avoir tellement d'interlocuteurs que finalement, j'aurai pas le temps de travailler vraiment, ou en tout cas, les gens seront vite déçus de pas avoir une relation durable avec moi parce que j'aurai pas le temps de les appeler, tout simplement. Donc je me dis, l'autre solution, c'est de faire un tube, mais ça, il n'y a pas de recette non plus. Et j'ai eu la chance de l'avoir, en fait. 2004. Après, presque. Pratiquement, ouais. Après, c'est vrai que c'est tombé super bien parce que j'étais hyper dispo. En 2003, moi, j'ai bossé à côté. Il fallait bien que je mange. Je suis reparti. J'ai continué la tournée, mais plutôt en tant que salarié, quoi. Okay. Donc moi, j'étais régisseur de tournée. J'ai fait beaucoup de choses dans les discothèques à ce moment-là, ce que je faisais pas avant. Mais c'était intéressant d'un point de vue, justement, c'était inspirant et intéressant de voir un peu. Moi, ça m'a vraiment poussé sur le côté populaire, en fait, de voir les gens. T'arrives dans un lieu. De sentir, en fait. T'es à 80 bandes de la plus grande ville, t'es perdu dans les champs, et le soir, t'as 4000 personnes en train de danser. C'est génial, quoi. C'est-à-dire que les gens sont venus vraiment s'éclater sur la musique. Ouais, bien sûr. Et ça, quand tu le vis pas tous les jours, c'est assez marquant, quoi. Et en fait, je rencontre Camaro au Midem de Cannes en janvier, sur les conseils de quelqu'un qui l'avait renvoyé vers moi, en gros, en disant moi j'ai pas le temps, je sais pas ce que c'est. Enfin, et donc il m'expose son projet. Je dis écoute, moi ça m'intéresse, fais-moi écouter ta musique et puis je vais te trouver. Il savait exactement ce qu'il voulait pas. Et alors je dis au Midem, c'est mort, on va pas trouver les partenaires, mais la semaine prochaine, moi je fais tout Paris, je vais toutes les maisons de disques de Paris, je peux rentrer partout, je vais faire écouter Et t'avais déjà la musique finie? Oui, il avait 17 chansons, il avait 17 chansons à l'état de maquette. Bon, Femme Like You était un morceau qui faisait 5 minutes 30, donc pas du tout celui qu'on a connu au final, mais c'est normal. Et en fait, j'ai fait le tour de toutes les maisons de disques en disant j'ai le tube de l'été, et tout le monde m'a dit sauf un. Mon dernier rendez-vous avec qui j'écoutais habituellement plutôt du rock, du métal, rien à voir, quoi. Trop drôle. Donc j'y allais un petit peu, on a dit, c'est normal, ça fait partie des gens que je dois avoir. Oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un je vais le voir, mais lui, c'est très sûr, bien, il va me dire mais non. bon, on va rigoler, et puis voilà, on va passer un bon moment, et ça va en rester là. Et en fait, non, il me dit écoute, j'en parle dans l'équipe, là, mais moi, je trouve que t'as raison. Ok, bon, déjà ça fait plaisir. Bah bien sûr. Et effectivement, une semaine après, on parlait contrat. Voilà, je discutais avec toute l'équipe. On a fait la mise en relation au téléphone parce que Cyril à l'époque, toujours maintenant, habite à Montréal, donc pas sur place. Moi, je l'avais renvoyé à l'avion en milieu de semaine en disant écoute, j'ai une personne intéressée. Mais je ne sais pas, on va voir. Et en fait, ça s'est fait très, très rapidement. Et lui, au Canada, ça a été aussi un succès? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, on a été numéro 1 dans 17 pays. Mais le succès, il est venu d'abord de la France et après, c'est exporté. Complètement. Ouais, complètement. En fait, moi, j'ai négocié le contrat avec Warner à l'époque en disant à mon artiste est-ce que tu as une structure? Parce que je ne vais pas négocier un contrat d'artiste, je vais négocier un contrat de licence. C'est-à-dire qu'il faut que tu restes propriétaire de ton album ou de tes titres. Et ce qu'il a fait. C'est quoi la différence? Il reste propriétaire de ses... En fait, aujourd'hui... Mais une maison de disques, elle va naturellement plutôt te proposer laquelle des options, et pourquoi elle t'en propose plus une que l'autre? Contrat l'artiste, elle va être propriétaire, donc du coup, elle va devoir investir dans la production. Donc là, c'est qu'elle est sûre. Et qu'elle est sûre. Elle était sûre, mais bon, comme on est entre guillemets une position de force, on peut décider. En licence, en fait, on leur donne l'exploitation pendant une durée déterminée. Bon, à l'époque, c'était plutôt 5 ans. Ok. Avec un certain nombre de territoires à négocier. Et en contrepartie, on a une avance sur les ventes. Et si on est bon gestionnaire, avec cette avance, on produit les musiques et on est propriétaire. Voilà. Donc sur la musique, il n'y avait pas trop de soucis parce qu'il avait 2 compositeurs qui avaient des studios, donc c'est bien organisé. En fait, le succès, le premier titre n'a pas été une difficulté à produire parce qu'il avait déjà des solutions. On a juste travaillé le radio edit en fait pour avoir justement pas avoir 5 minutes 30, mais un titre plus dans le format. Moi, je l'avais renvoyé en disant écoute énergie.fr. Si ça peut te donner des idées sur la prod, et si c'est l'objectif, visons. Oui. Et en fait, c'est fou parce que c'est la première radio qui a rentré le titre, quoi. Ouais, en plus, ça rentre complètement dans leur Nous, on a sorti le titre. Champ d'écoute, quoi. On a commencé à proposer le titre aux radios un lundi, en mars. On est rentré en test énergie le samedi, donc tout le week-end. Donc là, à l'époque, on ne pouvait pas avoir les gens. Moi, je l'ai su que le lundi. Et en appelant la personne chez Warner, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Énergie. Mais écoute, ils sont comme des fous. Et ils nous le rendent 12 fois jour.
Ce qui est complètement rare. Parce que, en fait, Énergie ou d'autres radios vraiment comme ça, c'est du mainstream, quoi. Donc, ils passent des titres déjà connus, parce qu'ils doivent garder un public, quoi. Et là, c'était un peu fou. Le programmateur, Roberto, il était fan du titre. Et c'est eux qui décident ou ils avaient déjà à l'époque des outils qui permettaient de... Non, l'artiste était inconnu nulle part. Oui, J'imagine qu'aujourd'hui, ils ont des outils qui permettent de dire, tiens, sur Insta, sur, je sais pas, ça cartonne. Oui, alors, j'allais dire presque malheureusement, en fait, ça devient un petit peu obligatoire de regarder le nombre de followers, le nombre de likes ou les stats, quoi. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, c'est l'artistique qui compte. On doit écouter une chanson, savoir si ça va plaire au public, alors que là, ils vont chercher le fait que le public est déjà, adhère déjà au projet, en fait. Sûr. Bon, c'est d'une part, est-ce qu'on est moins sûr de soi quand on a ce genre d'outils pour calculer? Est-ce qu'on ne peut pas se fier à son seul jugement? Est-ce que les qualités de directeur artistique se sont un peu perdues entre-temps? Je ne sais pas, c'est pas à moi de juger ça. Mais en tout cas, c'est des questions qui se soulèvent. On a les mêmes travers parfois. Hein. C'est vrai qu'un artiste qui débute, évidemment, on sait très bien que l'existence sur les plateformes ou le digital est nulle, quoi. Donc, on ne regarde pas, on écoute, on rencontre les gens, on voit ce qu'on peut faire, quel est le potentiel, comment on peut les emmener un peu plus loin, etc. Mais c'est vrai qu'on est approché par des gens plus installés avec une notoriété. On a le travers quand même de regarder, qu'est-ce qui a été fait, de où on part, qu'est-ce qu'on a à faire pour faire mieux, est-ce que ça va être facile, pas facile, enfin voilà, il y a quand même tout ça. Et puis c'est aussi ce qu'on nous demande, on dit comment je peux performer mieux en ayant déjà un background existant, quoi. Mais ça, on l'a dans d'autres métiers. Hein. C'est, à mon avis, des choses qui sont arrivées aussi avec le digital. Oui, mais tout ce que tu racontes, je trouve que c'est un parallèle, et c'est ce qu'on s'était dit en préparant l'émission. Finalement, on va montrer à travers cet enregistrement que tu gères une entreprise. Elle est dans le domaine de la musique, et pour le coup, c'est un domaine qui est flou. Et tout le monde écoute de la musique, mais personne ne sait trop finalement comment ça fonctionne. Mais tu gères une boîte, en fait. Tu es vraiment patron et tu dois faire un certain nombre de choix au quotidien avec des produits qui réussissent. Là, on parle d'humain. Et c'est pas du tout... je résume pas un humain à un produit. Mais là, tu as réussi un produit. Et comment se passe justement l'après-succès d'un artiste? Est-ce que ça te permet de faire plein d'autres choses? Est-ce que ça t'a fait faire quelques mauvais choix parce que justement, vu que tu avais plus d'avance, tu t'es dit, allez, on part dans tous les sens. Enfin, tu vois? Oui, non, c'est une bonne question. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé, quelque part, en résumé. C'est vrai que 2004, on a le succès. Tu l'as tout de suite, en plus. On l'a hyper rapidement. Par contre, les revenus, on les a pas tout de suite. Le droit d'auteur, c'est 1 an et demi minimum après, quoi. Donc, tu touches une avance... Et après, pendant un an et demi, plus ou moins... Moi, j'ai pas pris d'avance. Moi, j'ai été chercher des avances, mais pour l'artiste. Moi, j'étais pas producteur, j'étais éditeur. En fait, dans le rapport qu'on a eu ensemble, il m'a fait confiance sur le... Et c'est ce que j'ai demandé. En même temps, j'ai pas demandé à être producteur. J'ai dit, moi, j'aimerais être ton éditeur. J'aimerais gérer tes droits, t'accompagner sur cette partie-là. C'est vrai que sans avoir le titre, j'ai fait du management du projet, en fait. Bien sûr. Parce que j'ai été chercher les partenaires, j'ai piloté aussi la relation avec les partenaires. En plus, il n'était pas en France. Donc, j'ai fait le pont entre Montréal et Paris. J'ai fait pas mal de choses comme ça. Et 2 ans de ma vie ont été hyper dédiés à ce succès. Tout en ayant en parallèle d'autres artistes que j'avais signés entre-temps, qui ont eu alors moins de succès, mais du succès quand même. J'avais 2 artistes de Lille, plutôt urbains, qui s'appelaient Axiom, qu'on a signé chez Universal, et le ministère des Affaires populaires qu'on avait signé chez Pias, et enfin, le ministère, ils ont tourné énormément. On a fait la grande scène des Franco un an après. Enfin, voilà. Donc, en parallèle, mais ça a permis d'avoir des moyens, c'est vrai, que j'ai commencé à avoir en juillet 2005. Donc, il faut imaginer que vous avez les paillettes. Ben oui. Vous avez plein de copains qui vous disent c'est cool, tu vas pouvoir m'inviter au restaurant ou je sais pas quoi. Et je dis non, pour l'instant, moi pour l'instant, c'est toi qui m'invites. Moi, pour l'instant, je ne me paye même pas. En fait, je n'ai pas de revenus. En plus, tu avais plus ou moins pas. Tu n'avais pas redémarré en 2002. Tu avais juste arrêté une partie d'activité. J'avais quand même la société. 2003, j'avais toujours la société qui avait été créée par le groupe en 91. Moi, je suis en 93, donc 10 ans après, j'ai toujours la société, donc tout va bien. Il n'y a pas de cessation de paiement, tout va bien. Non. Mais elle ne gagne pas assez d'argent pour me payer. Et donc, en plus, j'embauche quelqu'un. 12 ans plus tard, en fait, tu n'es pas encore dans
le succès, en tout cas financier, tout à fait, on va dire. Tout à fait. Non, ça allait bien du côté booking, mais je l'arrête. Et après, ce qui est cool, c'est que j'avais un super carnet d'adresses, parce que toutes les maisons de disques m'appelaient pour faire tourner leurs artistes. Donc, quelque part, quand j'ai renversé le rôle où moi, je devais démarcher les maisons de disques, j'avais au moins une porte d'entrée partout. Bien quoi. sûr, Donc, ça me permettait d'aller vite dans les contacts. Et à chaque fois, on trouvait. Bon, après, il y a eu la chute des ventes de disques dans les années 2000. Ça arrivait quand, ça? J'arrive plus à... 2004, 2005, en fait. C'était vraiment tout le début. Puis après, la catastrophe, c'est 2006, 2007, jusqu'à... Oui, parce qu'à l'époque de Camaro, tu avais encore en plus le 2 titres, non? Oui, on avait encore le single. Nous, en France, on avait vendu 700 000 singles de Femme Like You. C'est ça. Et on n'aurait pas pu en vendre plus que Warner a arrêté d'en fabriquer. Parce qu'ils voulaient vendre l'album, ce qui est normal. Ça gagne plus sur l'album que sur le single. Bien sûr. Mais on a Mais à 2 ans près, tu serais passé... Oui. Après, on était platine. On a été platine dans pas mal de pays. L'Allemagne... Platine, c'est 100? C'est quoi? Ça dépend des années. En fait, à l'époque, platine, il fallait faire 500 000, quoi. Pourquoi ça dépend des années? C'est parce que justement, en fonction les chutes de vente de disques, voilà, c'est un ratio, et puis ça dépend du pays. On a été platine en Belgique avec 50 000, par exemple. Ah ouais. Parce que le marché est beaucoup plus petit. Voilà. Ok. Donc c'est juste ça. Après, c'est vrai que le grand public, même beaucoup de gens ne savent pas. Moi, c'est rigolo quand les gens viennent dans mon bureau, je me suis affiché les trophées, disques d'or, etc. Et c'est du vrai or alors? Je dis non, c'est de la peinture. Hein. C'est un 33 tours qui a été repeint. Un platine aujourd'hui, c'est combien en France? Bonne question, je crois que c'est 150 000. Alors, il y a l'équivalent en stream aussi, c'est-à-dire qu'on a rentré le calcul du stream pour faire un équivalent vente physique. Quoi, en gros. Donc, il faut beaucoup de stream pour arriver à un équivalent vente de disques. 50 000, je crois. Donc, c'est plus du tout ce que moi j'ai connu il y a 20 ans. Ça a beaucoup bougé. Après, ça n'empêche pas d'en avoir. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas forcément plus facile. En fait, au contraire. C'est pas forcément plus facile parce que si cette volumétrie elle a changé, c'est bien parce qu'aujourd'hui c'est devenu difficile. Il y a un ratio qui est le même. Quoi, en fait, il faut un succès public pour que ça vende. Quoi. Donc c'est vrai que ceux qui affichent des disques d'or ou disques de platine, c'est vraiment des succès importants. Quoi. Le stream est vraiment rentré, je pense, en 2007-2008. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés au début. Alors, pour la petite histoire vite fait, moi j'ai ouvert mon compte iTunes, enfin Apple Music, pour vendre ma musique en 2003. Ok. Parce que, pareil, il y avait des gens qui... Alors, je sais même pas comment ils faisaient pour nous retrouver par mail. « Bonjour, j'ai pas le live. Est-ce que vous auriez le 4e album des Barking Dogs ?» Et je dis, mais comment ils savent que c'est mon mail, en fait? C'est parce que c'était vraiment tout le début. Et je dis, mais je vais pas refabriquer des disques. J'avais pas de stock. Je dis, mais combien j'en fais? En plus, à l'époque, il fallait faire un minimum de 1000 disques. Donc, combien va m'en rester sur les bras après? J'avais pas la trésor. Et quand Apple a lancé iTunes, je dis, allez, on ouvre un... Ok, on n'a pas beaucoup d'albums, mais on va les contacter. Et puis voilà. Et contre toute attente, ils ont dit oui, on vous ouvre le compte qu'on a toujours. En fait, on vend toujours en direct sur Apple Music aujourd'hui. Alors, c'est moins de download, aujourd'hui, c'est du streaming. Mais ça a démarré avec du download. Alors, la révolution quand même. Enfin, faut expliquer que là, on donnait un prix à une chanson. Ce qu'il faut. Hein. Dans le livre, vous avez le prix fixé par l'éditeur qui est le même, quelle que soit la librairie. Nous, dans le disque, on n'a jamais eu cette chance-là. Et on a une TVA à 20% quand le livre est à 5,5. Donc déjà, le public paye plus cher. Pourquoi il y a cette différence, tu le sais? Parce que produit culturel n'est pas produit culturel. On l'a bien vu pendant le Covid, mais bien sûr, c'est pas un produit essentiel et culturel. Ouais. Et le digital, du coup, le streaming, il y a toujours une TVA à 20%. Quoi. Sauf quand les boîtes sont irlandaises. Même pas... Nous, par exemple, sur iTunes, on n'a pas de TVA à 20%. On est payé hors taxe. Parce que on facture une boîte irlandaise. T'es en B2B, quoi. On est en TVA intracommunautaire. Et ce qui a tué Virgin Mega, ce qui a tué Fnac Music en digital, en fait, parce qu'eux, ils avaient la TVA. Donc, il faut imaginer, sur un titre downloadé, on était à peu près, on est toujours d'ailleurs, à 71 centimes quand on est producteur sur une vente à 99, alors que sur Fnac, on était à 55 centimes, et Virgin, on était à 50 centimes. Ah ouais. Donc il y a une sacrée différence quand même. Là-dessus, on paye les artistes, il faut rembourser les investissements qu'on a fait ou qu'on continue à faire en promo et marketing, tout ça. Quoi. Et c'est vrai qu'il y avait le prix à la chanson. Oui, mais ça a bouleversé un peu le... C'est-à-dire que tu pouvais acheter une chanson hyper connue ou un artiste qui venait de sortir son premier titre au même prix. Carrément. Donc il y avait plein de façons d'interpréter ça. Et après est arrivé le streaming. Nous, on avait été accompagnés on était très peu de sociétés à avoir dit oui, parce que comme c'était hyper nouveau, il y a beaucoup de gens qui étaient frileux par rapport au digital.
Nous, on avait dit oui, alors qu'on n'avait pas un catalogue de ouf, quoi. Mais ça m'intéressait. Et en fin de compte, c'est une sorte de veille. Et on a suivi l'essor en fait, du digital comme ça. Et en fait, il faut imaginer qu'à l'époque, il fallait payer pour numériser le contenu, donc l'audio, pour être au format de la plateforme. Bien sûr. Et donc, on a été accompagnés pour nous enlever cette partie financière. On a une société civile qui s'appelle toujours la SPPF, qui nous accompagnait, qui finançait ça. D'accord. Donc, ils avaient ouvert le programme, je crois, pour 100 structures, et on devait être une trentaine, quoi. Donc, il y avait l'argent, entre guillemets, qui était fait pour ça, on était bon. Après, comme on n'avait pas non plus des catalogues de fous, ça va. Et petit à petit, ça s'est développé et est venu des nouveaux players qui sont arrivés 2005-2006, c'est-à-dire les intermédiaires, les distributeurs, qui eux, donc, on leur livrait, ils faisaient le format de la plateforme et ils prenaient un pourcentage sur les ventes ou les streams. Mais c'est parti. Ce qui est toujours le modèle actuel. Donc nous, à l'époque, en 2006, on a signé avec Believe. À l'époque, c'était 4 personnes dans un studio à Paris avec le serveur dans les toilettes, etc. Quand aujourd'hui, on sait que c'est rentré en bourse et que c'est une licorne, comme on dit dans le monde de start-up. C'est plus de 1500 salariés à travers le monde, des bureaux partout. Moi, j'étais en Inde, là, en novembre, j'ai rencontré Believe Inde. C'est rigolo, et je fais ça dans tous les territoires où je me déplace, j'essaie de rencontrer les équipes. Et toi, tu les as connus, ils étaient 4, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le dirigeant actuel, je l'ai connu, au tout début. Après, ils étaient premiers aussi, les premiers à se positionner. Parce que les maisons de disques historiques, voire les distributeurs historiques, ils n'allaient pas, quoi. Ils n'allaient pas dans le digital. Trop d'argent, pas de rentabilité, et c'est vrai que ça n'a pas été rentable tout de suite non plus, quoi. Là, on le voit, Spotify ou Deezer, ils viennent de faire leurs premiers bénéfices. Bien sûr, comme la plupart de ces boîtes digitales. C'est ça. Bon, après, ils ont gagné de l'argent quand même, mais là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus tout partir en salaire ou autre chose, donc il y a des bénéfices. Mais c'est un bon thermomètre, je trouve, à la fois de l'époque, mais encore maintenant, c'est-à-dire que ça permet de suivre l'évolution. Et aujourd'hui, on vit au rythme des algorithmes, des choix stratégiques. Aujourd'hui, il faut imaginer qu'il y a 120 000 titres qui sont livrés tous les jours sur les plateformes. 120 000 titres par jour 120 000 nouvelles chansons déposées par des artistes, par des... Tout le monde. Sans compter qu'il y a l'IA maintenant. Et là, Deezer, on discutait avec eux en début d'année, ils disaient qu'il y a déjà 10% d'IA. Ah ouais. Et genre, c'était en avril, ils étaient à 20%. 10%, donc 12 000 sont des IA. Là, on est plus à 20 000, quoi. Wow. La pure IA. Donc après, il y a le mix, il y a l'hybride qui est moins détecté, on va dire. Alors, le côté positif, c'est que sur les plateformes, en tout cas Deezer le dit et normalement le fait, Spotify en est moins sûr, mais ils ne payent pas les droits aux musiques IA. D'accord. Donc, on peut sortir ce qu'on veut, on ne touchera pas d'argent. Donc, normalement, comment ils le détectent, tu sais ? Ils ont des outils, ils ont vraiment développé. Enfin, il faut imaginer qu'avant ça, il y avait les bruits blancs. Donc, il y avait des gens qui sortaient des albums de bruits d'aspirateur. Il y avait 5 auditeurs non-stop, full-time à travers le monde qui écoutaient l'album et seulement 5. Et en fait, ça, c'était du fake, en fait. Et ça prenait l'argent aux vrais artistes, aux vraies musiques, quoi. Et ça a été une prise de conscience à une époque où il a fallu que ces plateformes, en fait, investissent et mettent de l'argent pour détecter et virer, en gros, les contenus comme ça. Et ça continue. En fait, ils passent par une porte et machin. Après, bien sûr. Nous, on a détecté aussi des copies. C'est-à-dire que moi, je peux prendre Femme Like You, je le mets en ligne sur les plateformes, je mets exactement les mêmes informations, les mêmes pochettes, etc. Sauf que les 2 titres vont cohabiter. Et tant que la plateforme ne se rend pas compte, je peux capter une partie des revenus. Donc en fait, nous aussi, c'est comme on est amené, faux comptes, donc on est amené à traquer la fraude et à faire en fait des claims et à demander le shutdown des takedowns. Et ça te prend du temps ? Ça prend beaucoup de temps et ça coûte de l'argent. En fait, compte. Bon, après, on le fait pas sur tous les titres malheureusement parce que tous les titres rapportent pas suffisamment d'argent. On a quand même des plateformes coopératives. YouTube paye pas très très bien, mais par contre, moi j'ai un collaborateur externe qui fait ça depuis pas mal de temps, en fait, qui est vraiment la main dans Google et qui a des accès privilégiés, donc ça va vite. Et en fait, on récupère des revenus comme ça pour nos artistes, qu'on perdrait, pour être clair. Mais ça coûte un pourcentage, donc on ne paye pas un salaire. Mais il y a des choses plus... en tout cas, ça prend du temps.
Voilà, ça prend du temps parce que monter un dossier de réclamation, vous imaginez, on est en France, faut contacter parfois une plateforme qui est à l'autre bout de la terre. On voit bien, de toute façon, rien qu'un faux avis qui a été déposé sur Google, ça prend. C'est ça. Et le fait aussi que, pareil, c'est traité de façon automatique, hein, donc c'est pas des humains forcément qui traitent la première partie de la request, et donc ça prend un peu de temps. Voilà, bon, c'est la réalité de l'envers du décor, on va dire, mais c'est important. T'es monté et peut-être aujourd'hui au plus haut, t'es monté jusqu'à combien d'artistes tu accompagnes jusqu'à... Je compte pas. Tu sais pas? Non, parce qu'en fait, alors moi, comme je suis à la base éditeur, je compte en nombre de titres. Ouais. Ouais, parce que en fait, nous, on gère des œuvres. T'es monté jusqu'à combien de... Là, aujourd'hui, en propre, on est à 8800 œuvres, à nous, quoi. Enfin, on est éditeur à 100%, ou en coédition. 8800. Et après, on gère des catalogues pour d'autres éditeurs. Ouais. Et pour les autres, on est à 30 000. Voilà, et c'est petit, hein. C'est vrai? Ouais. J'avais recruté avant le Covid une personne qui a pas tenu après le Covid, comme beaucoup qui ont changé de route, mais elle est bossée dans une boîte, ils avaient 800 000 œuvres. Wow. Ils représentaient 800 000 œuvres. Après, c'est de la data, hein. C'est purement de la data. Oui, bien sûr. Là, on est loin de l'artistique. Mais c'est ce que j'allais te dire. Là, t'es moins dans l'humain, t'es moins dans... On n'écoute pas 30 000 chansons, toute la façon, c'est pas possible. On est plus dans la data. Et en fait, notre boulot, c'est ça, en fait. Là, quand on a des gens qui veulent travailler dans nos activités, souvent, ils disent « c'est cool, je vais aller au concert, je vais pouvoir rencontrer des artistes, je vais écouter de la musique. » Alors, on le fait, il n'y a pas de souci. Mais le cœur du réacteur, c'est 80% d'admin, quoi. Ben ouais, c'est ça. C'est traité de la data. C'est pas du tout... Ouais, mais c'est exactement un des préjugés, je pense, qu'on a sur le secteur, où on doit se dire... dans les carrés VIP tous les week-ends. Oui. Non, mais on le fait. Non, mais heureusement. Quand on a l'opportunité, bien sûr. J'ai envie de te dire heureusement. Mais c'est en dehors de nos heures de travail, en fait. Enfin, ça c'est la petite cerise, j'ai envie de dire, sur tout le travail que tu as, le reste. Mais on a besoin de gens, voilà, à la rigueur, qui s'en foutent de la musique, quoi. On a besoin de gens qui savent bien ranger les choses au bon endroit, du juridique qui fait bien les contrats, le suivi. En fait, il faut imaginer que le droit d'auteur, déjà, est bien attaqué. Donc, ça arrive, on nous questionne sur des trucs, on nous essaye de nous piquer nos droits, donc c'est une bataille régulière, quoi. Et puis après, il faut vivre avec l'existant. Alors, on parlait tout à l'heure des chutes de vente de disques. Il faut imaginer que de cette période qui date maintenant presque de 20 ans, 15 ans, on va dire, pour prendre court, 15 ans, on va dire, il faut imaginer que dans la tête de beaucoup, en fait, si on travaille dans la musique, on ne gagne pas notre vie. Moi, j'ai plein d'histoires de musiciens qui font des tournées, ils font 100 dates, 150 concerts, parfois dans des grosses salles. Et leur banquier leur dit « c'est cool, mais vous faites quoi comme métier sinon parce qu'il faudrait quand même gagner votre vie ?» En fait, il y a vraiment un a priori négatif, je trouve. Alors peut-être ça s'estompe, mais c'est normal. Nous, on vend de l'entertainment, on vend des paillettes. Ouais, mais donc la précarité, on la voit pas forcément. Et après, il y a pour aussi... les artistes, c'est difficile, quoi. Ça dépend à quel niveau on est. Après, pareil, quand on a un titre qui a bien marché ou plusieurs titres qui ont bien marché, on gagne de l'argent sans rien faire, entre guillemets. Et y a des mais gens il y en a combien finalement, tu vois, sur ces fameux 120 000 titres que tu déposes chaque jour? Il n'y a pas tant que ça. Après, c'est mondial. Bien sûr, la différence avec le digital, c'est qu'aujourd'hui, on fait une exploitation mondiale. Nous, quand on a placé nos premiers titres dans les séries télé, quand il y a eu le digital, on n'aurait jamais sorti avant un single aux États-Unis, par exemple. Et là, à l'époque de MySpace, il y avait les fans qui disaient « Ah, machine, elle rentre dans la cuisine. » Et il y a la musique de tel artiste qui commence à jouer. Voici le lien iTunes, voici le MySpace. Et en fait, on crée du coup une activité sur ce titre, une visibilité, et du coup des revenus. En fin de compte, mondiaux. Oui, et il a fallu s'organiser aussi, nous, à petit niveau, à collecter cet argent dans tous les pays. Parce que nous, en France, on est SACEM, normalement, en tant qu'éditeur, mais la SACEM a des réciprocités avec d'autres SACEM dans le monde, mais n'a pas forcément la qualité de documentation au point. D'accord. Donc, nous, on doit passer par des intermédiaires, donc des boîtes comme nous, en fait, dans chaque pays. Donc aujourd'hui, nous, on couvre 70 pays. Okay. Et on va déjà documenter, c'est-à-dire envoyer nos données pour que ça soit bien rentré dans les bases de données des sociétés d'auteurs. Comme ça, quand ils touchent des droits... Toujours pareil pour le droit d'auteur. Voilà, ils peuvent nous verser. Le côté éditeur fait que c'est notre sous-éditeur qui nous paye en direct, donc on évite le chemin de réciprocité entre les sociétés d'auteurs. Donc on gagne 1 an et demi, 2 ans de trésorerie. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. On gagne aussi le pourcentage SACEM qui n'existe plus, forcément. Alors, il y a un pourcentage pour le sous-éditeur, mais du coup, ça devient $1. Et surtout, on a un partenaire dans le pays qui peut nous aider pour le développement d'un projet. C'est-à-dire, tiens, j'ai rencontré un label, j'ai rencontré un tourneur, j'ai rencontré telle opportunité. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis pas dans le bon fuseau horaire, je parle pas la langue, etc. Mais comment on se connaît, comment il connaît notre catalogue, c'est vrai que c'est des accès internationaux hyper intéressants pour développer, quoi.
T'as des artistes qui marchent à l'étranger et pas du tout en France et qui... Non, pas vraiment. Non, j'ai des copains qui ont ça. J'ai un ami, là, il a un album qui a plus de 10 ans, qui avait marchoté, on va dire, même en France. Hein. Ils avaient un succès qui permettait de faire des concerts, en tout cas, de remplir les salles. Et il y a eu un début d'activité en Amérique latine. Et là, aujourd'hui, il fait des stades à Mexico, quoi. Ouais, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. C'est des belles histoires. Ouais, on en entend quelques artistes comme ça qui semblent, dans certains pays, en tout cas, être très, très plébiscité et un peu moins en France. Et puis après, il y a toute une partie que... Alors, le grand public va voir ce qui passe à la radio aujourd'hui, peut-être. Moi, j'ai des enfants, donc c'est super intéressant parce que je vois la façon dont ils découvrent la musique, en fin de compte. Ils ne regardent ni la télé, ils n'écoutent pas la radio, donc c'est pas le vecteur de communication. C'est plutôt l'algorithme qui va leur proposer avec l'apprentissage de cet algorithme vis-à-vis de leur écoute et de ce qu'ils n'écoutent pas. Ouais. Après, ça dépend des plateformes. Du coup, moi, quand je rentre au bureau et que j'ai mon artiste, il faut que je passe à la radio. Alors, comment te dire La radio. Pour l'instant, les radios, tu vois, ils vont jouer du gold, ils vont jouer du mainstream, donc c'est pas on les intéresse pas, quoi. Donc le travail, il est pas là. Mais ça reste, encore aujourd'hui, le média traditionnel reste quand même une validation, on va dire, de la qualité ou en tout cas du succès d'un titre. Et moi, je l'ai vécu, donc je peux tout à fait l'entendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des projets que nous, on démarre, c'est d'abord du digital, quoi. Et ça, tu peux travailler sur le digital, justement, pour que l'algorithme te propose ou comment bien sûr. Oui, bien sûr. Après, ça dépend des plateformes. Ils ont chacun, effectivement, un algorithme qu'il faut comprendre et apprendre. Moi, j'ai embauché l'année dernière contre-courant peut-être de mes collègues dans la partie label. Parce qu'en fait, pour expliquer vite fait, moi, j'ai monté, en fait, il y a 3 ans, une structure qui regroupe toutes mes structures. Alors, il y en avait qui étaient déjà créés comme ma structure d'édition WTPL. On a créé un groupe qui s'appelle Mood Booster. Et c'était au départ pour reprendre Gorgone Productions, qui sont des studios à Lille un peu historiques. C'est peut-être la plus vieille structure musicale de la région. Et c'est un métier que je ne connaissais pas plus que ça, parce que j'ai déjà loué des studios, mais gérer un studio, ce n'est pas la même chose. Et en fait, j'ai créé le groupe. J'ai fait monter ma société, j'ai fait monter par social, ce qui m'a donné du coup un capital social plus important pour intéresser les banques, parce que personne ne voulait me prêter d'argent, en fait, tout simplement. Et puis Gorgone était plus gros que ma structure. De là, on a externalisé la partie production, label. On a créé ça il y a 2 ans. Et j'ai racheté d'autres sociétés, en fait. Donc, pour incorporer. Donc, aujourd'hui, on a un groupe de 5 sociétés, plus une qu'on vient de créer pour la tournée. Donc, tu vas reprendre la tournée. Ouais. Tu as toujours les Donc là, on a du 360, c'est-à-dire qu'on a tout, mais avec une structure dédiée, avec une équipe dédiée, compétente, experte dans son domaine. C'est-à-dire que le travers qu'on a vécu avec les chutes de ventes de disques dans les années 2000, c'est que le label qui perdait des ventes de disques, donc du chiffre d'affaires, il faut imaginer quand même, ça les gens, on n'en parle pas souvent, c'était des boîtes qui perdaient 40% de chiffre d'affaires tous les ans. Ouais. D'accord ? Tout le monde s'en foutait, en gros, c'est de la musique. Quand vous voyez dans l'automobile, enfin on entend là des magasins ou des chaînes de magasins qui ferment parce qu'ils ont fait 1,5% de moins de chiffre d'affaires, là on a toutes les aides, tous les soutiens politiques. Alors c'est vrai que c'est du volume beaucoup plus important en termes d'emploi, tu veux dire par entité. Nous c'est global, mais on a perdu 40% aussi de personnes et de personnes expertes. Et ça on ne les retrouve pas, quoi. Donc il a fallu aussi évoluer et s'adapter. Et on dit souvent que les gens qui ont passé cette période-là ont été malins, ont eu de la chance, ou les deux, enfin ont trouvé des solutions en tout cas. Et moi j'avais des salariés jusqu'en 2009. J'ai dû arrêter, concours de circonstances qui s'est plus ou moins bien passé à ce moment-là, très bien. Je comptais réembaucher, mais en fait j'ai beaucoup travaillé pendant quelques années avec des collaborateurs externes, en fait, pour prendre les gens vraiment sur leur expertise, plutôt que des salariés. Comme un cabinet de conseil où tu vas prendre en fait parce qu'on des experts. On avait des experts qui étaient sur le carreau en fait et qui étaient compétents et qui nous faisaient gagner énormément de temps. Et en fin de compte, moi je devais faire attention à mes charges fixes. Bien sûr. Et du coup, c'était une solution alternative plutôt intéressante. Les gens avaient du boulot, étaient vraiment forts dans leur domaine. Oui, et toi, tu savais que tu étais entouré des meilleurs. Et je les prenais que sur des choses très précises où j'avais le budget déjà. Bien sûr. J'avais une expertise forte, quoi. Là, aujourd'hui, c'est différent. Depuis 2017, j'ai recommencé à embaucher. Et puis, le fait de créer le groupe a donné une dynamique. Là, t'es remonté à combien ? On est à 12 personnes. Là. 12 personnes. Ouais.
Et on embauche, là. Il y a deux personnes qui arrivent là, en juin et août. Donc, non, c'est très intéressant. Après, malgré tout, on a un secteur d'activité très mal connu pour le financement. Alors, moi, j'ai vu, comme je suis mentor Musique Tech à la Pleine Image, je vois toutes les startups qui font toutefois quelque chose dans le cadre de la musique, mais c'est Musique Tech. Et ils lèvent de l'argent, mais c'est un truc de fou. Et et moi, quand je vais voir des financiers, en fait... ouais, mais on vend plus de disques, ça rapporte pas du tout la musique, quoi. Parce que pour dire un peu, pour ceux peut-être qui sont pas sur l'île, en fait, Pleine Image, c'est le pôle de compétitivité. Enfin, c'est pas un pôle de compétitivité, mais c'est un incubateur. Si, ça devient un pôle en fait récréatif maintenant. En fait, ça regroupe les ICC. Donc au départ, l'incubation touchait le jeu vidéo et l'animation. Exactement. Et ça s'est ouvert à la musique il y a 4 ans maintenant. Donc moi j'étais avec l'équipe au départ, on a imaginé, enfin c'est eux qui ont bossé, hein, ils ont été chercher l'argent pour ça, et du coup ils développent ça, ils animent ça très bien, donc on a vraiment le principe de l'incubation, et c'est un hub européen très très fort aujourd'hui. Hein. Avec des écoles autour qui C'est ça, en plus des écoles, un écosystème qui s'est créé petit à petit, on a quand même un pôle image très fort, et pareil, l'image et la musique, en fait, souvent les gens les séparent. Ouais. Alors que moi j'ai même eu une fois quelqu'un au conseil régional ici à Hauts-de-France, je ne dirais pas qui, mais première rencontre, je l'avais tanné pour le rencontrer parce qu'il allait gérer un budget ICC, donc Industrie culturelle et créative pour les Hauts-de-France, de l'Europe. Et donc, je voulais le rencontrer. Tu t'es dit, il faut qu'il y en ait pour moi. Bah, pour moi et pour nous. Non, mais quand je dis pour parce que, toi, en fait, moi, pour le secteur. Je suis investi dans le pôle régional des musiques sûr. actuelles et haute fidélité, donc je voyais ça pour tout le monde. Et donc, j'ai fini par le rencontrer, ça m'a mis 2 mois. Et la première chose qu'il me dit, c'est dommage que la musique soit pas dans les ICC. Je dis, on est partout. En fait, regardez les jeux vidéo, il y a de la musique. Les films, il y a de la musique. Les médias, il y a de la musique. Enfin, bref, il y a de la musique enregistrée. Voilà. Et bon, il se tapait sur le front en disant, je suis bête. Je n'ai pas eu à le dire, quoi. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est un travail qui commence à prendre forme, on va dire, les ICC tout court, hein, déjà. Parce que ça, c'est une initiative de la musique et de la SACEM en particulier en 2010, d'agglomérer, on va dire, le fonctionnement, le chiffre d'affaires, les emplois, la partie économique de tous les acteurs des industries culturelles et créatives. Même le cabinet de l'époque, en plus c'était l'année, je crois qu'ils ont changé de nom, c'était Ernst & Young, qui est le EI, qui était hyper étonné des chiffres, parce qu'il dit, mais on ne comprend pas, hein, en PIB, c'est devant l'automobile, c'est devant la chimie, c'est juste derrière la téléphonie. Ils étaient estomaqués, en fait, des chiffres, en nombre d'emplois, en chiffre d'affaires, en export. Le fait aussi qu'en emploi, on emploie des gens pas forcément diplômés, jeunes. Bien sûr, et c'est ce que j'allais te dire. Plus que dans d'autres secteurs. Ton expérience, rien que sur Camaro et sur, tu m'as dit tout à l'heure, 70 pays, ça veut dire que tu es une des entreprises lilloises qui exporte le plus, tu vois. Après, on a des contrats avec... mais oui, on touche un petit peu de sous de 70 pays, ouais. Tu touches, mais au-delà de ça, tu travailles, tu es en collaboration, bien sûr. Tu vois, tu envoies du français, j'ai envie de dire, dans 70 pays. Donc, moi, j'ai démarré le placement de musique dans les films et les séries dans les années 2000 parce que j'avais du français. Et j'allais te dire, d'ailleurs, tu n'imagines pas aujourd'hui voir un film, regarder une publicité ou... sans avoir une musique. Ça n'a jamais été le cas. Après, la perception n'est pas la même. Je compare ça. Alors évidemment, c'est pas les mêmes marchés non plus. Les États-Unis et France, c'est pas le même marché. Mais aux États-Unis, il faut imaginer qu'un trailer, une bande-annonce, c'est un objet marketing. Donc on peut tout à fait mettre une musique qui n'est pas forcément dans le film, mais qui est là pour vendre le film ou la série. Qui a donné envie, qui a donné la dynamique, etc. En France, c'est très très mal payé. C'est pas vu du tout comme un objet marketing. La bande-annonce. Et en gros, quand ils nous demandent de la musique, c'est souvent, on est obligé de mettre de la musique, quoi. Non, ça doit te servir, ça doit être ton fer de lance. On n'imagine pas, effectivement. Donc il y a quand même un travail aussi, même... Dans le pays des droits d'auteur et de la protection de l'intellectuel, en fait, je trouve ça fou. Je pense que c'est un problème de formation, globalement, qui n'est pas assez développé dans les écoles audiovisuelles. Parce que pour rencontrer beaucoup de gens dans l'audiovisuel, à la fois pour leur
proposer de la musique ou parce qu'ils en ont besoin, ils veulent les droits, Bien etc. sûr. Et souvent, il y a une méconnaissance en fait de ce qu'ils ont le droit de faire en fait. Ah mais c'était sur Qui Internet, veulent donc pas j'ai le droit de mettre la musique l'entendre. dans Ouais, mon ouais, film. qui veulent pas l'entendre. Non, il faut demander à l'auteur s'il est d'accord. C'est même pas une histoire financière, c'est d'abord. Oui, déjà, est-ce que l'auteur est OK pour... Est-ce Ouais, qu'on bien peut sûr. incorporer cette œuvre dans la tienne, quoi, en gros, et en faire une nouvelle. Donc cette base-là, elle est pas toujours bien comprise. Et de l'autre côté aussi, hein, comment dirais-je, on fait de l'acculturation tous les jours. Hein. C'est Et la ça, pédagogie. c'est un autre modèle économique de pouvoir justement être intégré dans les films, en publicité ou choses comme ça. Et ça, c'est un autre métier presque ou pas? C'est un métier en France, en tout cas, qui a été beaucoup géré par les éditeurs historiquement, qui est toujours un peu le cas. Moi, j'ai découvert justement dans les années 2000 ce métier intermédiaire qui était music supervisor. Ouais. Parce que là-bas, c'était déjà ancré et c'était un peu le démarrage des séries qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que on passe à côté, quoi. Et les gens qui choisissaient les bandes-sons des films ou les morceaux qu'on allait voir dans les épisodes, c'était des stars, quoi. Ouais. C'est-à-dire, et moi, ça m'a frappé au début de Netflix, c'est un peu moins vrai maintenant, mais quand j'ai commencé à regarder des séries sur Netflix, et quand c'était des productions américaines, on avait très vite le compositeur au début du générique, le music supervisor et bien sûr les comédiens, etc. En France, ou enfin en tout cas dans les productions européennes, c'est souvent à la fin du générique, on a la liste des chansons, mais le music supervisor n'apparaît même pas, ou rarement, enfin des fois si, parce que c'est cool, on voit les copains, et surtout le compositeur de la BO, il n'est pas bien là. Mais souvent quand il n'y a plus personne dans la salle, tu sais, où tu as eu le temps de mettre pause. C'est pareil, hein, sur les plateformes, on ne regarde pas forcément à la fin. Mais je trouve ça fou. Alors ça commence sur certaines productions, on arrive à le voir. Peut-être que et c'est ça, aussi tu as réussi, toi, à en placer Oui, bien sûr. Oui. Bah, historiquement, moi, en fait, dans les années 2000, quand je réfléchissais à faire de l'édition, mon métier, l'objectif pour moi, c'était de placer la musique dans l'audiovisuel, parce que pour moi, c'était pourvoyeur de revenus et de droits pour mes compositeurs. Voilà, parce que ça va être du récurrent. C'est ça. C'est-à-dire qu'un film qui marche ou une série qui marche, elle repasse. Donc elle régénère des droits d'auteur. Donc c'est plutôt intéressant pour un compositeur d'avoir ce type d'opportunité. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, moi j'ai fait le tour des producteurs de la région et de France. Hein, et ils m'ont dit, t'as l'air bien sympa. Parce que moi je cherchais quel type de compositeur j'allais signer. Parce que j'avais pas d'artiste forcément. Parce que pour le coup, c'est pas les mêmes que celles que tu vas plutôt avoir en disque. Voilà, je voulais savoir ce que les gens avaient besoin comme musique pour après chercher ceux qui la faisaient, quoi, en gros. Et leur proposer une collaboration. Et en fait, la plupart me disaient, non, mais t'as l'air bien sympa, Bill, mais nous, on prend les éditions, donc on va pas t'appeler. Ah, cool, super. Et en fait, au bout d'une centaine de rendez-vous, je me dis, mais je vais faire quoi, moi, en fait? Et j'ai eu la chance, alors c'est là où on est dans un pays incroyable, et j'aimerais que les Français bougent plus hors de leur territoire pour se rendre compte, en fait, c'est qu'on est quand même soutenu. À l'époque, il y avait l'ancêtre pas Eurotéléport, mais Eurotechnologie, Digiport, ça s'appelait. Et je me suis retrouvé dans des réunions de travail pour justement créer la pleine image. En fait, c'était vraiment avant ça. Je ne sais plus comment je me suis retrouvé là-dedans. Enfin bref. Et j'étais dans des discussions où on réfléchissait à un pôle de compétitivité plutôt créatif, quoi. C'était génial. En fait, pour moi, c'était super intéressant. Et Digiport a dit, tiens, on monte une mission. Alors, on a fait le Canada au début. Donc, ils nous ont emmenés à Montréal. Pratiquement tout frais payé, hein, avec montage de rendez-vous, rencontre avec d'autres homologues, c'était cool. Puis après, il a dit, on fait un truc au E3, qui est le salon du jeu vidéo à Los Angeles. Il faut absolument que tu y ailles. Et là, moi, j'avais mon salarié, donc j'ai envoyé 2 années mon salarié, en fait, sur le E3, jusqu'à temps que je me rende compte, en discutant avec le responsable musique d'Ubisoft, il me dit, ah non, mais nous, toutes les musiques SACEM, on les prend pas, en fait. Parce que c'est du copyright avec un droit de suite, et nous, on ne peut pas payer machin, donc on prend des trucs américains ou canadiens. J'ai dit, ok, super. Donc j'ai dit à mon collègue, je dis, bon, t'arrêtes d'aller à Los Angeles, ça sert à rien. Parce que bon, il faisait les 3 jours du salon, mais on louait un Airbnb ou l'équivalent pendant un mois, et il faisait le tour des musiques supervisors, quoi. Et une autre année, on va sur un autre événement qui s'appelle le Hollywood Billboard Reporter, et j'y vais. Déjà, bon, c'est tentant d'aller à Los Angeles, quoi. Donc on casse la tirelire, on y va. Et je débarque avec lui, hein, quand même. Je dis, toi, ça fait déjà 2 ans que tu y vas, tu connais les gens, ça va être plutôt sympa. Et moi, je vais regarder. Je me suis vraiment dit, j'y vais pour regarder, pour comprendre le business, comprendre le marché, etc. Et premier panel de l'événement,
les gens expliquent l'importance de la musique dans les films, dans les séries. On avait cette histoire de Music Supervisor qu'on savait, mais de le voir en direct. Et pareil, c'était à l'époque l'ancêtre de Business France qui s'appelait Ubi France et le Bureau Export de la musique française. Ils nous concoctent un plan où pendant 2 heures de lunch, ils bloquent 40 Music Supervisor avec nous. On était 7 boîtes françaises. Génial. C'était cool. Donc moi, j'étais observateur. Et j'avais mes voisins qui mangeaient à côté de moi. Et ils disaient, mais toi, tu nous embêtes pas avec ta musique et tout. Ah, je dis non, mais moi j'ai des trucs typiques French song, j'ai du musette, j'ai de la chanson française, ça va, c'est pas votre truc, quoi. Mais je voyais les autres, ils disaient, moi j'ai du hip-hop, j'ai du métal, j'ai du rock. J'étais en train de me dire, mais ils en ont ici, pourquoi ils achèteraient de l'étranger soit alors tu t'arrives avec ta French touch, soit... Et en fait, je suis reparti, j'avais quasiment toutes les cartes. Ah, génial. Et les collègues étaient verts, quoi. Après, on a partagé. Hein. Après, ça ne veut pas dire que tu as les cartes, que tu fais le business. Quoi. Après, ça a été long. Ça a été long de commencer et de faire les premiers deals. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que les Américains, ils veulent du truc rapide. Donc, c'est one stop. C'est-à-dire il faut un seul interlocuteur. Alors que nous, le droit français, enfin le droit d'auteur, fait qu'on doit demander l'autorisation à l'auteur, au compositeur, enfin à tous les ayants droit d'une chanson, avant de dire oui. Moi, je peux être d'accord, mais si l'auteur il dit non, sûr, même celui qui a très peu de pourcentage, il a fait l'arrangement. Et... Non, mais ça ne m'intéresse pas. Ah ouais, et c'est mort. Donc, c'est vrai que de l'autre côté, ils savent qu'on a ce process obligé. Et donc ça les freine. Et donc, ils disent, ouais, mais ça va prendre combien de temps ? En plus, ce qui a bien marché dans les films américains, c'était les années 60, hein, les Gainsbourg, les Jane Birkin, tout ça, ça a bien tourné. Vous regardez les films de cette époque-là. Mais à l'époque, ils avaient, entre guillemets, le temps. C'est-à-dire que entre le moment où ils demandaient à la maison de disques, ils demandaient à l'éditeur, qui, eux, demandaient à chaque ayant droit. Voilà, il pouvait se passer du temps, mais il n'y avait pas Internet. Là, aujourd'hui, on n'est plus là. Là, les gens, ils nous écrivent de Los Angeles. Alors, la chance, c'est qu'on a 12 heures de décalage et que quand on a la demande, on a un peu de temps pour traiter avant qu'ils se réveillent. Mais on peut être rapide quand même. Mais c'est souvent du jour au lendemain. Ouais. Là, j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai pas accepté, en tout cas, la proposition financière et ils n'avaient pas le budget pour prendre From Like You dans une série française, là, cette fois. Et en fin de compte, ils me disent, ouais, mais il me faut un truc pour demain. Ben oui. Et j'ai que ça comme argent. Je dis, on va t'aider. On va trouver, il n'y a pas que From Like You dans la vie, quoi. On a plein d'autres artistes qui peuvent faire l'affaire. Oui, donc là, tu as dit non, mais tu vas quand même j'ai pas fermé la porte, bien sûr. Après, c'est cool d'avoir un banger parce que les gens viennent te voir sur la tête d'affiche, en gros. Un peu comme dans tous les secteurs. De toute façon, on a un produit phare, voilà, les gens viennent là, puis vous faites ça aussi, c'est cool. C'est ça. Voilà. En fait, moi, j'aurais dit, moi, j'ai un autre t'as pas les sous pour le haut, mais t'inquiète, j'ai d'autres produits. C'est ça. Et ça, c'est tout le jeu. Et donc, aux États-Unis, c'était un peu ça. Ça a pris du temps. Et on a eu une première placement dans une série et ça s'appelait Elward, pour ceux qui ont connu, c'est passé sur Canal en France, c'était une série sur le monde lesbien, et elle voulait que des chanteuses en français. Et moi, je me suis rendu compte, dans mon catalogue, j'avais quasiment pas de chanteuses. À l'époque, je me dis, mais qu'est-ce que je vais envoyer ? Donc, j'ai appelé la choriste d'un de mes chanteurs, j'ai dit, t'as pas des chansons ? J'avais un duo masculin-féminin, on a pris la chanson où il y avait plus de voix féminines, on a envoyé. Et puis, j'avais l'accordéoniste des MAP avait produit une Belge, un titre qui avait un peu marchoté sur Watt TV à l'époque, c'était un peu équivalent de Dailymotion par TF1. Et donc, on envoie, et les 3 titres sont pris. Mais voilà, et donc ils nous envoient la propale. Nous, on dit, on avait déjà demandé aux artistes, on savait que c'était bon, mais on leur demande. Et avec le décalage horaire, en fait, en gros, le lundi matin, on avait répondu. Et là, la musique, c'était une dame, elle m'appelle l'après-midi, elle dit, alors, je te fais confiance, mais explique-moi quand même comment tu as été aussi rapide à avoir l'autorisation de tout le monde, parce qu'on sait que c'est compliqué en France d'avoir... Non, mais nous, on est proche des artistes. En tout cas, en l'occurrence, on est proche des artistes. On leur a expliqué bien le truc. Ils sont super intéressés. Le budget, ça leur convient. Donc, on y va, quoi. En plus, on a les 2 droits. On a l'enregistrement et les droits d'édition. Donc, on peut faire le contrat chez nous en 100%, quoi. Ah, génial. Et en fait, cette dame-là, elle m'a ouvert des portes de dingue. C'est-à-dire que quand j'allais à Los Angeles... dans des salons, dans des événements où il y avait cette population, elle dit, il faut que tu bosses avec lui. Lui, il répond. Je dis, c'est cool. Non, mais tu vois, comme c'est fou, et on va être obligé de conclure là-dessus parce que ça fait déjà un moment, et alors j'ai l'impression, pas eu le temps d'aborder la moitié des sujets, et donc on fera sûrement un deuxième épisode. La suite. Mais c'est fou, tu vois, on est dans le secteur de la musique, un secteur vraiment un peu à part, et en même temps, j'ai entendu plein de similitudes avec d'autres secteurs, et il y a encore pas longtemps, j'ai enregistré un épisode où on parlait justement de la lenteur administrative et de cette lenteur malgré tout française qui fait que parfois ça te bloque, voire
ça t'empêche de signer certains contrats avec l'étranger. Donc tu me confirmes que c'est aussi le cas dans le secteur de la musique. C'est la priorité. Après, nous, on a enfin, toi, tu sais à notre faire. niveau, on sais faire, voilà. Mais en tout cas, la fragmentation des droits, par exemple, est un problème aujourd'hui parce que moi, en gros, si j'ai pas tous les droits d'une chanson, je vais être beaucoup moins performant pour la placer, en fait. Et du coup, si les gens viennent chez nous pour qu'on place leur chanson, il faut qu'on ait une sécurité de pouvoir le faire sereinement et rapidement. Et après, c'est du carnet d'adresses. Moi, j'ai une autre société qui fait que ça. En fait, on gère les licences pour 60 labels et éditeurs. Donc on a un catalogue de dingue. J'ai même pas compté le nombre de titres que ça représente. Donc j'ai embauché 2 personnes qui font que ça à temps plein. Hein. On gère à peu près 600 demandes par trimestre, quoi. Ah ouais. Donc et sans compter les gens qu'on prospecte, on envoie des playlists, on envoie des nouveautés, etc. pour susciter l'intérêt. C'est long, c'est pas beaucoup de réponses parfois, mais c'est quand même des gens à force qu'on se connaît. Là je voyais sur la série, c'est rigolo parce que entre guillemets, c'est pas à moi de le faire, mais la personne m'écrit parce qu'elle me connaît. Bien sûr. Et je lui dis, ok, je te mets en copie avec mes collabs et ils vont traiter ta demande. Parce que si tu, enfin, mec, j'aurais pu te répondre tout de suite, mais là, vu que tu veux pas ça, c'est eux qui vont faire la recherche. Il faut juste que tu leur dises exactement ce que tu veux. Et il me répond à moi uniquement. Ouais, mais et ça, j'avais ça dans le booking, en fait, dans la tournée, quand je formais mes bookers pour vendre. Et mais beaucoup, ça, c'est le relationnel, mais les gens ont du mal à accepter qu'il y a d'autres gens qui vont... Non, mais je le comprends, mais ça prend un peu de temps. Ouais, ça prend du temps. C'est dur, en fait, parfois, pour les collaborateurs d'accepter ça. Exactement. Parce qu'ils disent, mais pourquoi ils ne me parlent pas ? Ça va le faire, Après, ça prend le temps. Qu'ils écoutent le podcast, parce qu'ils verront quand même que ça fait quand même plus de 30 ans, 35 ans, que aussi tu as toute cette carrière-là, tout ce temps-là. J'ai entendu aussi, tu vois, en similitude avec d'autres épisodes sur d'autres secteurs, la force du réseau. Parce que finalement, moi, c'est ce que j'ai entendu. Tu as passé beaucoup, beaucoup de temps à se créer ce réseau. Et c'est aujourd'hui, grâce à ça, que tu peux ouvrir les portes plus facilement et avoir tous ces échanges et que tu as réussi aussi à conquérir les artistes et les titres, puisque c'est pas les artistes, c'est le nombre de titres. Les artistes quand même. On les accompagne parfois longtemps. Il y a des gens qui ont travaillé depuis plus de 20 ans ensemble. Ouais. Et puis j'ai entendu, alors que pour moi, ça paraît évident que la musique fait partie de nous tous. Pour moi, c'est la première chose que je fais le matin et c'est la dernière chose, tu vois, que j'éteins le soir, c'est j'allume la musique et je ferme la musique. C'est le fait que la musique soit un peu mise de côté dans ce domaine culturel, en tout cas. C'est une histoire de valeur, en fait. On a l'impression qu'on a développé avec les supports qui ont eu du mal à se vendre à un moment, alors qu'on en vend toujours. Hein. On a vu la mort du vinyle, on a vu la mort du CD. En fait, on en vend toujours. Même nous, alors c'est pas c'est plus les mêmes quantités, ça dépend des artistes, quoi. Mais c'est pas le même prix non plus. Hein. Non plus, oui. Non, mais ça coûte. En fait, moins on en fait, plus ça coûte cher. Bien sûr, tout simplement. Mais évidemment. C'est aussi bête que ça. Hein. Le CD, ça coûte pas très cher à fabriquer, mais le vinyle, ça coûte très cher. Et c'est un bel. Je trouve que c'est un bel objet. C'est un bel objet. Ouais, mais je regardais, je sais plus quelle émission hier soir, tard, là. Il y avait un retour comme ça où les gens disaient, c'était sur la K-pop. Et les gens disaient, j'achète, mais j'écoute pas les disques parce que j'ai tout sur la plateforme où je suis abonné. Donc c'est juste pour avoir l'objet. Voilà, j'ai les goodies. Moi, ma fille, elle achète des disques. Alors que je dis, mais t'as rien pour écouter. Ah oui, mais je voulais le goodies, puis je soutiens l'artiste. Enfin, il y a une autre approche. Ouais, il y a une autre approche, je suis d'accord avec toi. Et ce qui a changé, par contre, dans le modèle économique, et surtout en ce moment depuis 4 ans, hein, vraiment, c'est assez frais, en fait. C'est-à-dire que dans le disque, vous faisiez du chiffre d'affaires en vendant le stock que vous avez fabriqué, puis s'il fallait refaire du chiffre d'affaires, il fallait refabriquer. Exactement. D'accord, comme dans beaucoup de produits, en fait, compte. Mais sauf que bon voilà, les modes ça dure pas non plus 107 ans, etc. Les gens vont pas acheter des disques pendant 20 ans, hein, c'est pas évident. En tout cas pas les mêmes quantités. Le digital fait que en fait on s'abonne, on met des favoris, on a nos playlists, on peut se refiler, on a l'algorithme qui vient proposer des titres. Et en fin de compte aujourd'hui on est sur une récurrence de revenus qu'on n'a jamais eu avant. Et puis aussi on consomme beaucoup plus peut-être de la musique aussi. Je pense que le public a toujours été curieux, c'est juste que là on lui donne un terrain de jeu beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant en fin de compte, et c'est génial. Et quelque part aussi une relation peut-être plus directe parfois, quand les artistes investissent en tout cas. Et donc ça contribue beaucoup à ça, à l'écoute de la musique peut-être de façon plus qualitative, mais j'ai aucune choix esthétique là-dedans, c'est plutôt un rapport à l'écoute en fait. Bien sûr. Et je le vois pour avoir 2 enfants, je vois bien comment ça évolue. Et du coup, nous, on est obligé de s'adapter en fait. Et c'est ce que souvent on nous dit, ce qui est dommage dans la musique, c'est que vous n'êtes pas dans l'innovation. Je dis pardon.
Alors, parfois, marche forcée, parce qu'il a fallu s'adapter aux nouveaux modes, mais on l'a fait. On est le seul contenu disponible via un seul abonnement aujourd'hui. On est le seul contenu. Ça, souvent, je le rappelle. Je dis, vous n'avez pas ça dans le cinéma, vous n'avez pas ça dans les médias, vous n'avez pas ça dans d'autres contenus, même le jeu vidéo. Vous avez des plateformes très, très fortes avec beaucoup de quantité de titres, mais pas tout. Mais exactement. La musique, et on a accepté, en fait. Parce que beaucoup, je pense, dans d'autres secteurs, on dit non, mais c'est bon, quoi. Vendre de la musique à ce prix-là, toucher que ça, payer sur la publicité que ça génère. En fait, vous avez fait des compromis pour perdurer, pour innover, pour suivre le mouvement, en fait. Et moi, je trouve que c'est des choix audacieux. Quand la SACEM a fait un deal avec YouTube, quand Google a racheté YouTube, beaucoup d'autres sociétés consoeurs ont dit mais vous êtes fous, c'est le loup dans la bergerie, vous acceptez des conditions, ok, ils sont peut-être partis, je connais pas le deal pour être honnête, et même aujourd'hui je n'ai même pas le pourcentage, mais dans l'absolu je pense qu'ils sont partis de bas, mais ils ont fait le deal. Après ils ont fait de l'éducation aux droits d'auteur en disant non mais et Google voulait être clean, donc faut savoir que Google à l'époque a fait un chèque de 5 ans d'arriéré. En disant, non, c'est bon, on vous fait un chèque, voilà, vous donnez ça aux auteurs-compositeurs. Voilà. Seulement, ils n'ont pas donné les datas, ils n'ont pas donné les programmes, ils n'ont pas donné le nombre de vues par titre. Donc la SACEM a touché beaucoup d'argent. On disait, mais je fais comment pour donner l'argent aux auteurs ? Je ne sais pas qui, parce que YouTube ne me le donne pas. Donc, ils ont expliqué par la suite à YouTube, non, mais nous, il faut le nom de la chanson, on va vous donner les auteurs-compositeurs. Comme ça, chaque année ou chaque mois, vous nous envoyez les données. Au début, ce n'était pas forcément tous les mois. Puis après, maintenant c'est tous les mois, en fait. Et là, on est arrivé à un autre... Alors, les plateformes en profitent aussi. Hein. Ils disent, OK, mais nous, on paye que ce que vous avez dans votre base de données. Si ce n'est pas chez vous, on ne vous paye pas. Donc c'est ce que j'explique moi souvent à des artistes dans certaines esthétiques musicales. Ouais, c'est génial, on a fait des millions de vues. Ok, c'est déposé à ça, ouais, la semaine prochaine. Donc tu sais que pendant ce temps-là, tu fais rien en fait. Ah bon ? Ouais, mais quand même. Alors il y a souvent confusion entre les droits de stream pour le producteur et parfois l'artiste et son propre producteur et les droits d'auteur qui sont un peu moins, mais qui sont quand même corrélés au nombre de vues. Donc, ils se privent d'une partie des revenus, en fin de compte. Carrément. Et en même temps, c'est techniquement compliqué. Les droits, on peut les récupérer 5 ans en arrière, sauf sur le digital. OK. On a 1 an et 1 mois. Et c'est un peu compliqué. Ah ouais. Et en fait, ça, c'est un boulot qu'on fait, mais compliqué. C'est comme les concerts, quoi, en fait. Vous pouvez jouer partout. Les gens vont peut-être payer, mais s'ils ne donnent pas le programme, il faut qu'on dise l'artiste a joué à Bordeaux, il a joué cette chanson-là. Après, il a joué un très long morceau. Il a fait une reprise d'un truc. OK, bon, on a touché l'argent. Maintenant, c'est à qui le donner. Voilà. OK. En fait, le boulot... c'est un boulot... c'est deux choses différentes. C'est collecter et répartir. Et en fait, on a une machine de guerre qui est géniale. Là c'est cool parce qu'on est leader mondial des droits d'auteur. Déjà, on est les créateurs du droit d'auteur. On peut faire cocorico. Mais on est aujourd'hui, là, ils vont annoncer les chiffres la semaine prochaine à l'Assemblée Générale. On est maintenant en milliards et on est la première société de droit d'auteur du monde. Donc nous, petits sociétaires, en fait, on bénéficie de cette force de frappe. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que même les sociétés étrangères, dont américaines, canadiennes, coréennes, passent par la SACEM pour collecter les droits digitaux en Europe. Tellement on est... en disant, je passe par la SACEM qui prend un pourcentage, mais je gagne plus d'argent que si j'étais en direct. Bien sûr. Donc c'est super ambassadeur. Écoute, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été passionnant. Je te dis, pour moi, il y a un épisode 2, c'est sûr. Il nous reste plein de sujets à dire. Aux gens qui nous écoutent, de dire si ça les intéresse. Écoute, n'hésitez pas à nous le dire, en tout cas. Ça marche. À bientôt. Merci. Bonne journée.